tous. Donc, vous avez compris qu'on va parler un peu de son de poisson. J'espère que les baffes seront assez longs pour que je puisse vous faire écouter quelques exemples. Comme Malik l'a dit, donc je dirige en Belgique le laboratoire de morphologie fonctionnelle et évolutive. Et je crois que c'est important de vous préciser pour être bien sûr que l'acoustique, j'y suis venu par après. Au départ, je suis bien un biologiste et non pas un physicien qui aurait fait de la biologie. C'est-à-dire que moi, si vous voulez que je sois content, ben, vous me donnez un poisson, vous me donnez une trousse à dissection, je vais passer mon après-midi à disséquer, et ce serait une excellente après-midi pour moi. C'est en disséquant les poissons que l'on a pu observer qu'il y avait dans ces poissons des structures un peu particulières qui permettaient de faire du son, d'où l'idée de développer une étude portant sur la production de son chez les poissons. Il est clair que si les poissons sont capables de faire, si certains poissons sont capables de faire des sons pour communiquer, ben, il fallait alors qu'on étudie aussi leur capacité à recevoir les sons. Ça ne sert à rien de commencer à faire des sons dans tous les sens si en face de vous, il n'y a personne qui est capable de recevoir les sons. Donc on a travaillé aussi sur les capacités auditives des différents poissons. Et tous les poissons ne sont pas armés de la même manière pour pouvoir détecter les sons en provenance de l'environnement. Alors, on est bien d'accord que lorsque je parle de sons chez les poissons, il y a des sons qui sont dits hydrodynamiques. Les sons hydrodynamiques, ce sont simplement les sons qui sont faits par les poissons lorsque ceux-ci nagent, lorsqu'ils changent de vitesse, lorsqu'ils changent de direction. Ces sons-là, moi, ils m'intéressent absolument pas. Hein. Ce sont un peu des sons qu'on va appeler des byproducts de ce qui est fait par le poisson. Idem pour les poissons qui vont également produire des sons lorsqu'ils vont manger. Hein, c'est la même chose si vous allez au cinéma, hein, que vous avez quelqu'un qui est à côté de vous en train de manger des chips. Il est clair qu'il y a un son qui est émis. Il y a peut-être une limite aussi entre la communication ou pas la communication. Est-ce que celui qui mange des chips vous envoie un message? Je ne sais pas s'il le fait volontairement, je suis bien qu'il va vous énerver un maximum. Mais on est la limite entre le byproduct et le son qui est fait. En tout cas, la moindre des choses que l'on peut dire, c'est que la personne qui est à côté de vous dans le Loir avec ses chips, au moins elle signale sa présence en faisant un bruit. Donc tout ça pour vous expliquer que la limite entre communication et non-communication, elle n'est pas évidente. Moi, je vais surtout vous parler des sons qui sont faits dans une communication, donc c'est la communication biologique. Donc une communication biologique, c'est quoi? J'envoie un signal vers un récepteur, vous êtes le récepteur, et il faudrait que le signal que j'envoie modifie votre comportement d'une manière à ce que ce comportement modifié me soit bénéfique. Dans ce cas-là, il y a une communication. Ça peut être bénéfique pour vous aussi, hein, mais ce n'est pas obligatoire pour qu'il y ait une communication. Voilà, ça c'est un autre exemple que j'utilise souvent quand j'ai une conférence. À nouveau, ben, vous avez une femme qui marche avec des hauts talons, elle va rentrer dans la pièce, ben, tout le monde va savoir qu'elle est là, grâce au son qui est produit, même si on ne l'a pas vu. Est-ce qu'elle vous envoie un message ou est-ce qu'elle ne vous envoie pas un message? Donc c'est juste pour vous indiquer que la communication n'est pas évidente. On repart d'un constat, c'est le constat d'un documentaire qui a été réalisé, donc c'était 1956, la Palme d'Or pour Cousteau, hein, avec son fameux film Le Monde du silence. Et je suis persuadé que Cousteau est un menteur, parce que je suis persuadé que avec le nombre d'heures qu'il a passé dans l'eau, il a toujours dû savoir qu'en fait, dans l'eau, il y avait un maximum de son. Donc en réalité, on devrait faire plutôt comme ça. Hein, le monde du silence est bruyant. Alors c'est bien, mais ça fait quoi? Ça fait déjà 5 minutes que je parle et je n'ai même pas encore eu droit à un petit son de poisson. Donc je vais quand même vous en mettre un. Pardon? En fait, ce sont des poissons, pour le coup, qui ont été enregistrés en Méditerranée. Je n'ai pas triché, parce qu'on aurait pu dire, oui, il a pris des sons, et puis il les a tous rassemblés pour faire un beau paquet de sons, puis ça avait été un maximum. Absolument pas, ça a réellement été enregistré comme ça. Sachez qu'en Méditerranée, à partir du mois de mai jusqu'à la fin du mois d'octobre, vous mettez votre tête dans l'eau entre 6 h du soir et 6 h du matin, et vous aurez ce type de son dans les oreilles en permanence. Ça nous a
ce sont principalement les rascasses, hein, donc elles ne servent pas qu'à la bouillabaisse, elles servent aussi à émettre du son sur les récifs. Et donc, du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a beaucoup de poissons qui sont capables de réaliser des sons? Et je ne sais pas, évidemment, parce que quand je dis que je ne sais pas, c'est que l'absence de preuve n'est pas la preuve. Hein, je sais qu'il y a des poissons qui chantent, il y a des poissons qui chantent, et c'est facile de le mettre en évidence, parce que non seulement, même si on n'a pas les enregistrements, au moins on peut avoir toute une série de dissections qui nous permettent de mettre en évidence des organes vocaux. Mais maintenant, il y a beaucoup de poissons aussi qui n'ont pas ces organes vocaux, qui n'ont rien. Vous disséquez, ça a pleuré, il n'y a rien, mais pourtant ces poissons sont capables également de faire des sons. Et vous voyez, l'ensemble des poissons qui sont à l'écran sont des poissons que nous avons enregistrés avec David à Montréal. Donc je ne vous parle là que des poissons de Montréal, parce qu'on a aussi beaucoup travaillé évidemment sur des poissons qui sont des poissons d'eau douce, et pas uniquement à Montréal. On a également fait des études sur Madagascar, sur le Chili, sur Taïwan. Donc une série de poissons qui sont capables de faire des sons. On considère à l'heure actuelle qu'il y a 32 000 espèces, plus ou moins, hein, vous savez que ce nombre change tout le temps, qui sont répartis en 800 familles, et pour le moment on a pu mettre en évidence que des poissons de 120 familles étaient capables de produire des sons. Je peux encore exprimer les chiffres autrement. Si on regarde sur Montréal, on a repéré à peu près 180 espèces de poissons, mais sur les 180 espèces, vous voyez qu'il y a 81 espèces qui sont vocales. Ça, ce sont des résultats accumulés depuis environ 20 ans, et je suis persuadé qu'il y a encore d'autres espèces qui sont capables de faire des sons et qui n'ont pas encore été enregistrées. À côté de ça, comme je vous dis, quand on fait de la morphologie, on peut mettre en évidence la capacité d'un poisson à faire du son grâce à un organe. Hein, ben on peut aller rechercher cet organe chez les autres poissons sans spécialement les enregistrer. Hein, donc je ne prétends pas qu'on a les sons des 81 espèces. Hein. Je vous parlais tantôt du poisson clown ou du poisson demoiselle. Hein, c'est 400 espèces. Ces 400 espèces ont toutes un ligament un peu particulier dans la bouche. Ça veut dire que les 400 espèces de Comacentridés sont capables de faire du son, même si nous n'avons enregistré que 20 à 25 espèces de ces poissons. Alors comment est-ce qu'on travaille? Il y a différentes manières, ça dépend un peu de la question biologique qui est posée au départ. On a toute une série d'hydrophones qui sont couplés ou non avec des caméras. Hein, si j'utilise un hydrophone couplé avec une caméra, c'est lorsque je veux étudier le comportement d'une espèce en particulier. Je parlais des poissons clowns, les poissons clowns ou les poissons demoiselles ont le gros avantage non seulement de faire des sons, mais en plus de danser quand ils font des sons. Donc c'est très facile, hein, quand vous filmez un paysage, si vous voyez une espèce qui passe comme ça, okay, donc ça c'est un mâle de Dacylus ou un mâle de Comacentrus qui est certainement en train de faire du son pour essayer d'attirer une femelle. Et alors il y a d'autres systèmes qui sont utilisés, hein, comme ceux qui sont ici, ou alors celui qui est là, qui sont des micros programmables. Hein, et ce micro, je vais, en partant du laboratoire, lui dire ben, je voudrais bien que tu m'enregistres des sons 10 minutes par heure pendant 3 mois. Hein, on est souvent limité par les batteries, puis aussi par les analystes, hein, par les résultats. Parce que n'oubliez pas que si je fais le calcul, hein, si j'enregistre 10 minutes par heure pendant 3 mois, il faut que j'écoute 10 minutes par heure pendant 3 mois aussi. Hein, et ça, je n'ai rien qu'écouter, je n'ai pas encore fait une seule analyse à ce moment-là. Donc ça prend un maximum de temps. Mais ça nous permet d'avoir des suivis des activités vocales des poissons. Je vous montrerai quelques résultats par après. Ça, c'est juste pour m'amuser avec David, parce qu'on est arrivé, vous savez, en début de semaine. Ça, c'était une photo qui a été prise il y a 12 ans à Rangiroa. Hein, on partait pour pouvoir enregistrer les poissons sur le récif. Et puis, on voit qu'on a une petite évolution dans les budgets. Et la situation maintenant est plus sécurisante qu'il y a une douzaine d'années. Ceci est
sons sont produits. Donc ici, ben, le noir, c'est clairement un mâle qui est en période de reproduction et qui cherche à attirer la femelle en dessous du pot de fleurs. Rien de plus romantique qu'un pot de fleurs pour qu'elle puisse y déposer ses œufs et que lui puisse les ensemencer. Je peux vous donner un autre exemple de production. Donc on vous a parlé tantôt de ma thèse de doctorat, c'était sur les poissons kérapidés, vous les connaissez peut-être. Ce sont des poissons qui ont la capacité de pénétrer et de séjourner dans des échinodermes comme des holoturies, des étoiles de mer, mais on a aussi quelques exemples, hein, comme le Nuxodon qui est là au-dessus, que lui on a retrouvé dans les huîtres perlières à Tahiti. Donc il essaye de pénétrer dans l'holoturie, hein, vous voyez qu'il le fait la queue en arrière, et le son qui est produit, ben, c'est clairement un son qui est un son qui est fait lorsque le poisson cherche à s'identifier. Parce que dans la même espèce de loterie, on peut avoir 3 ou 4 espèces de poissons différents, mais jamais de la même espèce. Et on a même pu observer que lorsque le poisson pénètre dans le loterie, s'il va rencontrer un poisson qui n'est pas celui de son espèce, alors le son qu'il va produire n'est pas le même que le son qui est produit lorsque il rencontre un con spécifique. Donc on a quelque chose qui est assez sympa ici, parce qu'en plus d'une communication intraspécifique, on a même une communication interspécifique qui peut se mettre en place. Alors, un autre exemple de son qui peut être produit, c'est un son qui va être lié à la défense du territoire. Il n'y a rien de plus facile pour avoir un son de poisson clown. Hein. Vous n'avez qu'à acheter deux poissons clown. Hein. Vous les mettez dans votre aquarium. Vous prenez le pot, là, vous piquez au 2 billets tantôt. Vous prenez le petit pot romantique. Hein, vous le mettez au milieu. Le poisson, il est assez stupide pour penser que le pot, c'est une anémone de mer et qu'il doit répondre la défendre comme il défendrait une anémone de mer. Et vous attendez 24 heures. Et après 24 heures, vous rajoutez un troisième poisson clown. Le troisième poisson clown va aussi vous appliquer le pot. Je ne sais pas pourquoi les poissons sont plus là que le pot. Il va essayer de piquer le pot et les deux autres vont résister donc et produire des sons qui sont des sons d'avertissement et de défense du territoire. Quand je dis avertissement ou défense du territoire, quand on a fait les études dans l'aquarium, le truc c'est de dire tu es sur mon territoire donc tu dégages, mais on est bien d'accord qu'un poisson dans un aquarium dégager c'est pas facile, hein, il faut qu'il saute hors de l'aquarium. Donc en général le poisson n'obtempère pas et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les deux autres qui ont d'abord fait des coups de semonce ben, vont commencer à attaquer le troisième individu et avec une mise à mort qui est possible. Donc, vous avez vu que le poisson ici donc, faisait des sons en fermant très rapidement la bouche pour la défense du territoire. Il peut le faire dans d'autres conditions. Je ne sais pas si vous voyez les deux petits au-dessus. Ah, là, ce sont deux petits dacylus, des poissons de noisette, donc c'est le même groupe que les poissons clowns. Hein, et là, vous avez simplement deux mâles qui sont en train de s'exciter parce qu'il y a une femelle qui est là au-dessus. Hein, donc, dès que la femelle passe, vous avez les poissons qui font les sons. Voilà un autre exemple. Donc, on pourrait assimiler ça à un roucoulement chez les dacylus. C'est très marrant à observer parce qu'en fait, les dacylus, ils font quoi? Ils cherchent à nettoyer un morceau de corail hein, pour pouvoir aider l'adhésion des œufs à l'adhésion des œufs chez les femelles. Et donc ils passent leur vie à grignoter des morceaux. Hein, simplement le rendre le plus propre possible. Et vous avez tous des mâles comme ça qui sont les uns à côté des autres. Et les femelles elles se promènent. Hein, c'est une société où les femelles se baladent. Hein, et donc les poissons femelles vont passer. Et le mâle il voit passer les femelles. Et il vient par ici, donc il fait la danse qui est là, et donc il fait sa super danse avec le son, et le but est de ramener la femelle sur le corail, elle vient y pondre les œufs, et dès que les œufs sont pondus, le poisson fait une petite boucle, et il vient ensemencer les œufs. Et alors avec cette danse et ces sons, quand je dis que c'est marrant, quand vous observez le passage des femelles sur le récif, c'est que vous avez que le mâle qui ici a repéré les femelles, donc il commence sa danse et son chant. Le mâle qui est ici, il n'a pas vu les femelles, par contre il voit le mâle qui fait le malin de l'autre côté, il se dit si lui fait le malin, c'est qu'il y a une raison, et donc il se met aussi à danser, et vous avez comme ça que tous les mâles, vous avez comme une onde de propagation de la danse qui se fait sur une ligne, et donc vous aurez compris que les femelles peuvent faire leur marché par rapport au mâle, hein. Plus le mâle a des belles couleurs, plus il chante bien, hein, parce que le
non seulement ces poissons sont capables de communiquer, mais en plus on a pu observer chez l'espèce qui est au tableau que une seule espèce de poisson était capable de faire jusqu'à 6 types de sons différents. Et quand je dis 6 types de sons différents, c'est que vous avez des sons qui sont produits en fonction des comportements. Donc il y a le son, le son ici, hein, je vais parler du son pour la drague, hein, donc c'est quand il fait sa danse, mais alors ce qui est marrant, c'est que dès que la femelle, il y a une femelle qui accepte de suivre et qui revient au nid, le poisson mâle va faire un autre son, mais beaucoup plus petit, hein, un son qui va être beaucoup plus faible et qui va être différent, parce que si il faut, on va dire, se la péter un maximum pour essayer d'attirer la femelle, dès qu'elle a gagné, il ne faut pas qu'elle compare après, donc dès qu'on arrive au nid, là on fait un autre son beaucoup plus discret, comme ça les autres mâles ne l'entendent pas, parce que si les autres mâles l'entendent, ben, ils vont faire quoi? Ben, dès que les œufs sont pondus, évidemment, on peut avoir un combat pour que ce soit le mâle d'un autre nid qui vienne ensemencer les différents œufs. Oui, les œufs. On a des sons qui sont liés au combat entre mâles et femelles. On a des sons qui correspondent à la poursuite de rivaux, donc ceux qui se rapprochent un peu trop du nid. Et on a même des sons de défense qui peuvent être produits envers d'autres espèces. Et à nouveau, ces sons de défense, si c'est envers une autre espèce, ne sont pas les mêmes sons que ceux qui sont produits vers des cons spécifiques. J'ai joué un peu sur les couleurs, parce qu'en fait, normalement, le poisson qui n'est pas en période de reproduction, il a une couleur qui est comme ça, grisâtre, et en période de reproduction, il devient noir avec une couleur blanche. Hein, et donc, vous imaginez qu'il y a 6 types de sons différents, il peut y avoir 2 robes différentes chez le poisson. Quand je parle de robe, ce n'est pas une coloration qui va mettre 5 ans à se mettre en place. Hein, c'est le changement de coloration, c'est en l'espace de 2-3 secondes que cela peut se faire. Donc il serait intéressant de faire une étude supplémentaire pour voir si, en plus du son, le message peut être différent si la robe portée par le poisson n'est pas la même. Alors, on a donc beaucoup de poissons qui font des sons sur le récif, et donc on a lancé un autre type d'étude qui était de voir, mais en fait, comment est-ce que ces poissons peuvent s'y retrouver, parce qu'on est bien d'accord que si tout le monde se met à parler, à chanter, à faire du son en même temps, ça va être une cacophonie et il va être impossible là-dedans de pouvoir retrouver son partenaire sexuel. Donc on a commencé à le faire avec des espèces qui étaient des espèces proches. Hein, vous avez 2 espèces d'Acylus, d'Acylus trimaculatus et d'Acylus flavipodus. On a mis les fameux micros dont je vous parlais tout à l'heure, hein, donc enregistrement 10 minutes par heure pendant 3 jours. On a été relever les micros pour observer le nombre de sons qui étaient produits par chacune des espèces. Et vous voyez que chez les poissons, on peut avoir une modification des fenêtres acoustiques. Donc en fonction de l'espèce, les poissons ne vont pas tous chanter en même temps. Vous avez que le Trimaculatus va surtout s'exprimer vers 4-5 heures du matin, alors que le Flavipodus va le faire juste avant la couchée de la nuit. Je ne sais pas s'il y a des fêtards parmi vous, mais c'est exactement la même chose que vous pouvez observer lorsque vous rentrez de soirée un peu tard. Normalement, les oiseaux que vous allez entendre à 3 heures du matin ne seront pas les mêmes que ceux que vous entendrez à 5 heures du matin. Là aussi, il y a des fenêtres acoustiques qui sont respectées. Je ne suis pas en train de vous dire que les oiseaux à 3 heures ne chantent qu'à 3 heures. Je suis juste en train de vous dire qu'il y aura plus d'activité pour certaines espèces à certaines périodes de la journée. On est bien d'accord que je peux avoir quand même du Flavipodus qui va s'exprimer au matin, mais pas autant que le Trimaculatus. Donc si vous ne le croyez pas, maintenant vous n'avez qu'à aller faire la fête et vous écouterez les oiseaux en rentrant, et après on pourra en rediscuter. Cette étude, on l'a fait à une autre échelle, parce que là on n'a jamais fait que sur 2 espèces. On a eu la chance, vous connaissez peut-être Laurent Balesta, on a eu la chance de pouvoir profiter un peu de lui. Quand j'ai profité un peu de lui, c'était lors de son premier film, hein, sur le Sélacanthe. On espérait, hein, pour un biologiste, je me disais, si je pouvais être le premier biologiste à avoir le chant du Sélacanthe, donc on a demandé à Laurent de prendre nos fameux micros et d'aller les mettre par 150 mètres de fond dans les grottes à Sélacanthe. Et c'est là que je me suis fait un peu avoir, et aussi d'ailleurs parce que j'étais certainement pas assez au courant de la biodiversité ou de la biodiversité acoustique que l'on pouvait avoir dans l'eau. Quand on a récupéré, après 20 jours, les micros déposés par Laurent et qu'on a fait des analyses, alors
J'ai peut-être le son du Sélacanthe, j'en sais absolument rien, parce que quand on a fait des analyses des bandes sonores, on a retrouvé, donc c'est bêtement une grotte, hein, donc c'est pas un truc, on s'attend à avoir beaucoup d'espèces. Dans cette grotte, on a retrouvé 50 sons différents. Donc le Sélacanthe est peut-être dedans ou n'est peut-être pas dedans. Sur les 50 sons, on a fait un sous-échantillonnage pour travailler sur une vingtaine de sons, qui étaient les sons les plus représentés. Et vous voyez qu'on a obtenu ce type de graphique, hein, sans rentrer dans les détails. Regardez juste l'agencement des couleurs. Hein, là, c'est de 4 h du matin à 17 h. Ici, on repart dans l'autre sens. Et qu'observe-t-on? Que là aussi, comme je vous le disais, ce qu'on avait montré avec 2 espèces, mais on peut le montrer avec beaucoup plus d'espèces. Fred est en train de terminer une publication là-dessus sur un autre jeu de données que l'on a enregistré au CRIOB, à Montréal. Et là, on observe qu'on a 2 populations, 2 poissons qui se partagent le même environnement avec des périodes d'activité qui sont différentes. Donc, ce qui permet évidemment de multiplier le nombre d'individus dans un environnement donné. Alors, ceci, c'est pour vous parler un peu plus de morphologie, parce que tous les poissons ne font pas du son de la même manière. C'est ce qui est excellent et c'est ce qui donne du travail. Chaque fois que vous avez un son de poisson, vous devez recommencer le travail à zéro pour essayer de comprendre comment les poissons sont capables de faire des sons. Chez les oiseaux, chez les mammifères, ma foi, c'est pas trop difficile. Vous mettez de l'air dans les poumons, vous crachez cet air. Sur le trajet de l'air, vous mettez quelques petits obstacles, et on arrivera bien à produire un son. Chez les poissons, on a plein de mécanismes qui sont différents. On pourrait diviser en 2 grandes parties. Le graphique ici vous donne les résultats d'enregistrements qui ont été faits sur des poissons qui sont capables de produire du son en faisant vibrer leur vessie natatoire. Je suppose que vous savez ce que c'est. C'est la poche d'air qui est coincée entre le tube digestif et la colonne vertébrale. Chez les poissons, on peut avoir des muscles qui viennent se mettre sur cette poche d'air et la font vibrer. On a pensé pendant plein de temps que la poche d'air, elle pouvait résonner comme pouvait le faire une cloche. On a remarqué actuellement que c'était absolument pas vrai, que la fréquence sonore qui va être donnée par le poisson correspond en fait à la fréquence de contraction du muscle. Et quand vous avez des poissons comme ceci, vous voyez qu'on a des pentes qui sont très petites. Donc ça veut dire qu'un poisson qui va faire 50 mm va produire plus ou moins le même son qu'un poisson qui fait 150 mm. Donc à ce moment-là, ça veut dire que le poisson, pour se faire remarquer, si je parle de communication entre mâle et femelle, le mâle qui doit se faire remarquer par la femelle ne peut pas spécialement jouer sur des variations de fréquence. Il doit plus jouer sur des capacités à émettre du son dans le temps. Et on a pu remarquer que les mâles qui attiraient le plus les femelles étaient les mâles qui faisaient le plus de bruit. À nouveau, philosophiquement, vous prenez ça comme vous voulez. Par contre, il y a d'autres groupes de poissons où le son n'est pas fait par des vibrations de la vessie natatoire. Si je prends par exemple chez Dacylus, ce sont des claquements des dents, et là on a des informations qui sont différentes. Vous voyez que les pentes ne sont pas du tout les mêmes, et ceci vous donne quoi? En fait, ça vous donne comme information que finalement ce sont les poissons les plus gros qui vont avoir des fréquences les plus basses, et les poissons les plus petits qui vont avoir les fréquences qui sont les plus hautes. Et donc on est dans un système de communication mâle à femelle qui va être différent. Je peux vous donner l'exemple. Je suppose que vous connaissez Nemo. Bon, oui. Sinon je panique à mort. Donc vous avez vu le film. Donc vous savez que c'est un film qui n'est normalement pas qui est destiné donc aux enfants. Donc c'est peut-être pour ça que Walt Disney a pris quelques libertés par rapport à la biologie de Nemo. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on est bien d'accord qu'au début, il y a papa Nemo et maman Nemo qui viennent de se payer une nouvelle anémone de mer avec vue sur la pente externe de l'océan. Donc la vie est très belle et très jolie. Vous savez aussi que si vous êtes maman de Nemo, ça veut dire que votre contrat avec Walt Disney va être très court. En général, Walt Disney, ils n'aiment pas trop les mamans. Et puis les œufs sont pondus, il y a un barracuda qui passe, et ce barracuda mange la maman, on l'avait prévu. Et tous les œufs, sauf l'œuf de Nemo qui va donc éclore et qui va rester donc avec
dans la réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Il faut savoir que chez les poissons clowns, en réalité, vous avez une femelle qui domine, vous avez une grosse femelle qui domine, puis vous avez un mâle qui... Non, il va pas ce machin. Vous avez le mâle dominant, le mâle alpha, qui a donc préséance sur la femelle, et à la suite, hein, vous n'avez pas à chaque fois deux poissons clowns dans une anémone de mer, vous avez encore toute une ribambelle de poissons de taille qui sont de plus en plus petites et pour lesquels le sexe n'est pas encore déterminé. Les flèches rouges, l'épaisseur des flèches rouges vous donne en fait les forces des interactions, le nombre d'interactions qu'il y a entre les individus. Donc vous voyez que la femelle dominante, elle est surtout intéressée par le mâle alpha et éventuellement par le plus gros des animaux qui a un sexe indéterminé. Et vous voyez qu'on a aussi beaucoup d'interactions entre les individus de taille similaire. Hein, alors que là, vous voyez que la femelle, là, par rapport à celui-là, elle s'en moque complètement. Si j'étais donc vous allez comprendre pourquoi ça ne marche pas avec Nemo, parce qu'en fait, si la femelle disparaît, elle meurt, hein, que se passe-t-il à ce moment-là? Vous avez que c'est le mâle dominant qui se métamorphose et qui devient la femelle dominante, et vous avez que le plus gros des poissons au sexe indéterminé, lui, va se transformer en mâle alpha. Et tous les autres poissons vont grandir en taille. Donc vous aurez compris que dans Walt Disney, normalement, Papa Nemo aurait dû se transformer en maman Nemo, et Nemo aurait dû devenir le mâle alpha qui s'envoyait papa depuis maman. Donc ça, au point de vue Walt Disney, ça ne pouvait pas passer. Hein, donc voilà. Et alors, à côté de ça, mais scientifiquement, on a pu observer que chaque fois qu'on avait la disparition d'une femelle, hein, on attendait un petit peu, donc il y a des métamorphoses au niveau du sexe, mais aussi la croissance qui est respectée, et chaque fois, on a que le poisson va grandir de 1,26 fois par rapport à sa taille normale. Et vous voyez que là où ça peut devenir intéressant pour la biologie chez les poissons clowns, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir une relation directe entre la fréquence dominante et la taille du poisson. Hein. Alors ça nous fait en plus une droite qui est superbe. Hein. Quand j'ai un étudiant qui m'a sorti ça, je dis cette droite, en tant que biologiste, il faut que tu la mettes au-dessus de ton lit parce que j'en aurai plus jamais une aussi belle dans ta vie. On a vraiment quelque chose qui est superbe. Hein. Et si je remplace les points noirs simplement par les sexes, ben, on se retrouve ici avec les sexes indéterminés, on se retrouve avec les mâles dominants et on se retrouve avec les femelles. Autrement dit, ça veut dire que dans la société du poisson clown, ils sont toujours en train de se battre. Pourquoi ils se battent? Il y a la défense du territoire par rapport à des prédateurs, et même nous, hein, je me suis fait engueuler par un poisson clown qui est comme ça dans le masque, hein, qui n'a pas peur de vous, à vous rapprocher de l'anémone de mer. Le poisson clown sort de l'anémone de mer, il se met en face de vous et il commence à vous aboyer dessus pour que vous vous teniez éloigné. Et alors, en plus de ça, vous avez compris aussi qu'avec tout mon petit cirque de femelles dominantes, de mâles alpha, etc., le respect de la hiérarchie est super intéressant chez eux. Ça veut dire aussi que quand la femelle ici chante, ou se met à faire un son, elle le fait à du 400 Hz, ça veut dire que lui, en dessous, ben, il a compris que c'était la femelle qui était en train de faire du son parce qu'elle est beaucoup plus grosse que lui et donc il se plante directement pour la hiérarchie. Ici, à nouveau, ça a un super effet qui est simplement d'éviter d'avoir des contacts physiques, donc d'avoir des bagarres qui pourraient endommager les différents protagonistes. Et là où c'est en plus, là je vais vous faire écouter. Donc c'est d'abord la femelle et le mâle qui est plus aigu derrière. Alors l'étudiant qui a fait l'étude, en fait je me suis planté, il a deux posters au-dessus de son lit maintenant parce qu'il a une super autre droite. Hein, on a pu remarquer que chez les poissons clowns, on pouvait tous les mettre sur la même droite. Autrement dit, vous me donnez un son de poisson clown, moi je vous donne la taille du poisson clown. Ça je peux le faire aussi pour d'autres poissons, et sur les poissons, vous me donnez le son du poisson, je vous donne la température de l'eau à 2 dixièmes. C'est des trucs comme ça qui sont assez extraordinaires. Alors, pour vous donner une petite idée de comment on peut faire, pour analyser les sons, donc vous avez une série de sons. Ça c'est à nouveau les sons des bacillus. Vous avez une série de sons. On peut prendre la longueur du son, on
on peut également travailler sur la période, donc le laps de temps entre deux pulsations. On peut travailler également, on va donner sur la longueur du son. On peut aussi avoir des informations sur la longueur de l'intervalle. C'est super important. Si je fais ceci, ça, le son produit est le même, mais l'intervalle entre les sons est différent. Donc ça veut dire que soit le message est différent, soit c'est une autre espèce qui a pu produire le son. Et à côté de ça, ben, on peut aussi avoir des informations qui vont être tirées des différents spectrogrammes ou ce qu'on appelle également les power spectra pour avoir donc des informations sur la fréquence à laquelle les sons sont émis. Ah oui, il y en a simplement qui font des sons avec une fréquence qui est dominante. Il y en a d'autres qui sont capables d'avoir non seulement une fréquence dominante, mais qui en plus vont produire des harmoniques, ce qui donne d'ailleurs des sons qui sont beaucoup plus agréables à l'oreille. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ceci? Mais simplement pour vous faire remarquer, je vous ai déjà parlé une fois des oiseaux, hein, il y a des naturalistes qui sont capables de reconnaître les oiseaux uniquement au chant, mais chez les poissons, pour le moment, on considère qu'on devrait aussi être capable de le faire. Tous les sons sont des sons qui sont spécifiques. Donc ça, c'est un super truc pour ce qui va venir après, parce que ça peut, je peux avoir directement donc, une identification de chaque espèce. Vous voyez donc les différentes formes que l'on peut avoir. Celui-là, c'est juste parce que j'aime bien le son, donc j'aime bien le faire écouter. Non, c'est pas du morse. J'ai écrit, j'espérais aussi qu'il y avait un message, mais non. On a fait plein d'analyses, non. J'ai franchement espéré, mais non. C'est juste que le son est sympa. Et c'est à nouveau encore un mâle qui cherche à attirer une femelle. Alors, ben vous savez que ça fait. Donc, comme ça, vous avez une petite vue d'ensemble. Hein. Vous savez que ça fait une semaine, 10 jours que nous sommes là. Et donc, avec le but qui était de pouvoir identifier les poissons, parce que si on regarde un peu sur les poissons de l'Atlantique, il y a eu quelques espèces qui ont été enregistrées sur les côtes de Floride, quelques-unes sur les côtes européennes. Il y a plein de papiers qui datent des années 50 à 60, donc ça veut dire aussi les moyens mis en œuvre pour pouvoir enregistrer les sons n'étaient pas ceux que l'on a actuellement, donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir des données concrètes. Mais voilà, c'est pas compliqué, ça fait une semaine qu'on est là, ben, les 4 espèces qui sont là, ce sont les 4 espèces que vous avez dans vos eaux ici, ben, maintenant nous avons, avec David et Fred, nous les avons capturées et enregistrées. En plus de celle-là, nous avons également enregistré, pas enregistré encore, si on a enregistré le son de la bourse, ça va, on l'a fait aussi. On a capturé des espèces de poissons coffres. On n'a pas encore réussi à les enregistrer, par contre on a réussi à les disséquer, c'est plus facile. Et je peux vous dire qu'avec ce que j'ai trouvé comme muscle à l'intérieur de ces poissons, je vous parle tout ce que vous voulez, que ces poissons sont non seulement capables de faire des sons, mais en plus quand ils s'y mettent, ça doit bien tambouriner quand je vois la taille des muscles. Hein. C'est un projet qu'on avait qui est de dire, vous pourriez vous faire plein d'argent en fait. Hein. Vous faites croire aux gens que les muscles soniques ont des vertus un peu aphrodisiaques comme la corne de rhinocéros et vous allez vous faire un maximum de thunes en cultivant du poisson coffre ici. Vous avez des beaux petits muscles que l'on pourrait vendre comme ça. Et vous avez également les pamphéris que l'on a repérés ici sur le récif. Mais ces pamphéris sont également capables de faire du son. Je ne vous parle même pas de tous les pomacentriers que vous avez ici, les demoiselles, puisque ceux-là sont certainement tous capables également de produire du son. Donc ça, c'est ce qui a été fait pour le moment. Et ça, là, je n'arrive à la dernière partie de mon exposé, hein, parce que tout ce dont je vous ai parlé pour un fondamentaliste comme moi, ça m'amuse assez bien parce que je peux décrire les sons, je peux essayer de comprendre les processus évolutifs, je peux essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de la biologie, de l'écologie des différents poissons, mais être fondamentaliste, ça ne suffit pas toujours, donc il y a aussi toutes les applications que l'on pourrait tirer des résultats qui sont faits à l'heure actuelle. Et l'idée que l'on développe, c'est d'essayer d'utiliser les sons pour faire du monitoring. On peut aller plonger cet après-midi, on va aller tous ensemble nager, on va aller nager pendant 2 heures, on va compter des poissons, on va compter des trucs que l'on
matin, ça n'a pas le faire. Outre ça, même si on va nager cet après-midi, ben on va faire quoi en plongée? On va faire 50 minutes à 20 mètres. Hein, on peut tirer un peu sur la corde. On ne va pas descendre à 40, on ne va pas descendre à 80 mètres. C'est impossible. Par contre, les micros, eux, ils peuvent le faire. Hein, et donc, l'idée que l'on a, c'est de pouvoir placer les micros qui peuvent enregistrer sur de longues périodes, avec ou sans caméra, et programmer ces micros pour dire, ben, maintenant, tu vas m'enregistrer le son 10 minutes par heure pendant 3 mois. Il y a même des systèmes qui ont été développés en France, où ils ont des systèmes qui sont câblés, hein, où il n'y a même plus besoin d'aller chipoter au micro, c'est le câble qui ramène directement les informations sur un PC. Il est clair que de là, on va avoir des sons. Quand je vous dis ça, je ne suis pas en train d'essayer de vous vendre n'importe quoi. Je sais bien que Fred est arrivé au mois de janvier et il est en train d'enregistrer, il est en train d'analyser les sons qui ont déjà été analysés. Donc le système, on sait qu'il fonctionne en fait. Hein. Et donc c'est d'enregistrer des sons qui sont faits par les différents poissons, ce qui nous permet d'avoir des informations sur leur état de santé, l'état de santé des populations d'une manière générale. Mais alors aussi, le truc qu'on a essayé avec David à Montréal, c'est que l'on a mis des micros sur des sites qui étaient des sites sains, sur des sites qui sont des sites dégradés. Hein, il y a 2 personnes qui ont parlé avant moi qui vont vous bien expliquer qu'il y avait des différences de morphologie dans les sites. Ça veut dire aussi qu'il y a des différences dans les populations de poissons. Si il y a des différences dans les populations de poissons, ça veut dire qu'il y aura différents types de sons. Et donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser les hydrophones pour tirer un maximum d'informations sur de longues périodes à différentes profondeurs sans même être obligé de mettre sa tête dans l'eau. Je ne prétends pas qu'on peut avoir tous les poissons, mais on l'a fait par exemple en Méditerranée. Hein, il y a un poisson qu'on appelle le corbe, que vous connaissez peut-être. Ce corbe est une espèce emblématique, elle est protégée, mais on sait bien que quand le corbe est là, on a 15 autres espèces de poissons qui sont là. Hein, donc c'est ce qu'on appelle une espèce sentinelle. Quand le corbe est là, tout va bien. Mais ici, il suffit aussi de trouver quelques espèces sentinelles qui soient représentatives d'une certaine population de poissons. Là où ça bloque encore un peu pour le moment, hein, l'idée ce serait de pouvoir dire, je donne une bande sonore à mon PC, il me ressort un tableau Excel, et sur mon tableau Excel, j'ai le nom de l'espèce. Ce sont des sons spécifiques, hein, tout ce que je vous ai raconté avant, il y avait un but quand même. Hein. Ce sont tous des sons qui sont spécifiques, donc je peux dire chaque fois, telle espèce a fait du son à tel moment de la journée, pendant autant de temps. Le problème que l'on a à l'heure actuelle, c'est de faire comprendre à un PC ce qu'est un son de poisson par rapport à un son tout à fait banal. Donc ça veut dire que là où on perd beaucoup de temps pour le moment, c'est que toutes les analyses doivent être faites par un être humain planqué derrière son ordinateur. C'est vrai que parfois on a des difficultés à recruter des étudiants parce qu'on dit tu vas travailler sur les récifs coralliens. 6 mois de PC. Pour analyser les sons que nous on a été enregistrés. Mais on commence. Quand je dis qu'on commence, vous connaissez peut-être Chorus, c'est à Grenoble. Eux, ils travaillent principalement sur les poissons de Méditerranée. Et ils ont, donc, c'est un ingénieur au départ, c'est pas un biologiste, hein, ça doit aider aussi. C'est un ingénieur qui mène l'équipe. Et je parlais du son du corbe ou le son du mérou, par exemple, en Méditerranée. Eux, ils ont réussi à mettre un algorithme au point qui permet d'extraire des bandes sonores directement le son des poissons. Donc, je suppose que puisqu'il est arrivé pour 2, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas pour les autres. Ça va bientôt être faisable pour plus d'espèces. Et alors évidemment, une fois que vous avez ça, vous pouvez aussi mettre les informations en relation avec une série d'autres données, à la température, pH, des trucs physiques classiques, mais aussi, par exemple, avec la présence ou non de bateaux, puisqu'on a clairement démontré que les poissons n'appréciaient pas trop le bruit des bateaux. Quand je dis qu'ils n'apprécient pas, il ne suffit pas que le bateau passe et avec un bruit qui tue le poisson, hein, ça on va plutôt laisser ça à toutes les constructions terrestres avec ce qu'on appelle le peeling pour le plantage des pieux ou alors pour la recherche minière. Là on peut vraiment faire exploser la vessie de peur des poissons et donc tuer les poissons. Par contre, comme je vous l'ai montré, il y a beaucoup de poissons qui font des sons pour se trouver un partenaire sexuel. Et le problème du bateau, c'est qu'il peut simplement masquer le son qui va être produit par exemple par les mâles pour attirer les femelles. On est bien d'accord que quand papa ne rencontre pas maman, il y a peu de chances qu'il y ait des bébés qui soient là. Et le truc qui est bien aussi avec les hydrophones, c'est que finalement on peut même réussir à avoir la signature acoustique de bateau. Donc vous pourriez même identifier sur le long terme celui qui est
chasser la nuit ou je ne sais pas quoi d'autre le soir. Voilà ce que j'avais à vous raconter sur les sons des poissons.